Mais commençons avec l'émotion. Après cet horrible, atroce meurtre de Lola, je suis en ligne et en direct, je la remercie, avec Rachida Dati. Bonjour Rachida Dati. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, maire du 7e arrondissement de Paris, ancien garde des Sceaux, Rachida Dati. D'abord, est-ce que le débat fait rage, il a fait rage hier à l'Assemblée nationale, vous le trouvez indécent ou pas, ce débat autour de la situation de la meurtrière de Lola ? Moi, je trouve que chacun est dans son rôle. Je le disais encore ce matin. D'abord, il faut avoir une pensée pour la famille. Cette famille, la famille de Lola, qui est dévastée par ce crime inqualifiable. C'est pour ça que d'ailleurs, ce crime a plongé la France et les Français dans un état de sidération. Le mot est là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous avez des députés, des responsables politiques, des ministres, des présidents d'associations, des magistrats, des avocats qui s'expriment sur cette affaire. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire qui plonge, comme je vous le dis, le pays dans une sidération, tant ce crime est atroce. Et pour reprendre la qualification pénale, est barbare. Donc aujourd'hui, ce crime, il s'inscrit dans quoi ? Il s'inscrit dans deux choses. Il s'inscrit d'abord dans un contexte de hausse, et de hausse importante de la délinquance, et notamment des homicides et des tentatives d'homicide, mais également la hausse du sentiment d'impunité. Et vous le savez bien, Monsieur Bourdin, vous êtes un professionnel et vous avez fait très longtemps des émissions avec des auditeurs et vous continuez à le faire et vous entendez ce que disent les gens. Et donc c'est important que nous puissions en parler. Parce que ne pas en parler, c'est nier l'atrocité de ce crime, mais nier aussi les raisons, enfin les circonstances qui ont conduit à ce crime. Bien sûr qu'on respecte la famille, bien sûr qu'on respecte son appel à la décence ou à leur intimité, et c'est normal. Mais notre rôle, c'est aussi d'alerter, et ces signaux d'alerte, et nous le faisons depuis très longtemps. Je qualifie ce crime de le crime de l'errance, et l'errance qui est de plus en plus importante dans pratiquement toutes les grandes villes de France. Et par exemple, sur la délinquance violente de rue, une grande partie de cette délinquance violente de rue, elle est en partie liée à des étrangers en situation irrégulière, et d'ailleurs de jeunes étrangers en situation irrégulière, et pour une grande majorité d'entre eux qui sont des déboutés du droit d'asile. Est-ce qu'on doit ne pas en parler ? Est-ce qu'on fait comme si ce fait-là n'existait pas ? C'est aussi une cause de l'augmentation des agressions sexuelles ou des viols. C'est le cas à Paris. Les derniers viols atroces et les agressions sexuelles atroces qui ont lieu à Paris sont le fait d'étrangers en situation irrégulière. Et je ne fais pas d'amalgame, Monsieur Bourdin. Et je ne fais pas d'instrumentalisation. Rachida Dati, vous ne ramenez pas ce meurtre horrible à l'origine de la coupable présumée. Mais comment pourrais-je faire ça ? Parce que ça a été fait par certains. Non mais Monsieur Bourdin, je vous parle de moi. Vous connaissez mon parcours. Oui. Comment pourrais-je tenir de tels propos ? Bien au contraire, moi je ne confonds pas les étrangers et les étrangers en situation irrégulière. Et je ne confonds pas tous les étrangers en situation irrégulière avec ceux qui commettent des actes de délinquance les plus graves. Je ne confonds pas. Je connais, et on a tous été confrontés à ça, nous connaissons des étrangers en situation irrégulière qui travaillent comme ils peuvent, d'ailleurs sans être déclarés, pour gagner leur vie parce qu'ils ont fui des circonstances tragiques. On en connaît tous, donc je ne fais pas cet amalgame. Mais je dis, effectivement, il y a des jeunes étrangers en situation irrégulière qui sont auteurs d'une délinquance violente, et notamment sur les agressions sexuelles et les viols. C'est un sujet, pardon Monsieur Bourdin, je vais vous rajouter une dimension, mais souvent, pourquoi ces jeunes hommes, il y a des frustrations sexuelles qui conduisent à des drames. Alors, je rappelle des faits. D'abord, 48% des personnes interpellées pour des actes de délinquance à Paris sont des étrangers, 55% à Marseille et 39% à Lyon. Ce sont des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Dans le cadre de ce drame concernant Lola, la présumée coupable, à 24 ans, elle est entrée en 2016 pour des études, pas de renouvellement de titre de séjour, elle était donc en situation irrégulière, elle a été contrôlée à l'aéroport
d'Orly le 20 août, le 21 août, au QTF, obligation de quitter le territoire français sans rétention, avec un départ sous 30 jours. On ne sait pas si elle a exercé un recours. Ces OQTF qui ne sont pas exécutées, elles ne sont exécutées qu'une fois sur 10. Déjà, c'est une réalité, Rachida Dati, à laquelle il faut s'attacher. Mais bien sûr, c'est une réalité que des obligations de quitter le territoire ne soient pas exécutées. C'est une réalité. Et cette réalité, elle se heurte à quoi? Elle se heurte d'une part à justement la non-contrainte de l'exécution de cette obligation de territoire. En l'espèce, concernant cette jeune femme, on lui a dit c'est un départ volontaire, vous avez 30 jours pour quitter le territoire. Donc elle est remise en liberté, enfin elle repart dans la nature. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi la difficulté avec les pays d'origine à obtenir des laissez-passer consulaires. Et donc, moi je dis, en attendant, parce que la dégradation, M. Bourdin, est telle qu'on ne pourra pas résoudre ça d'un coup de baguette magique. C'est pour ça que je déplore les propos de Mme Borne et de M. Dupond-Moretti hier à l'Assemblée. Donc nous, on ne dit pas que ça aurait pu être évité, que c'est forcément une responsabilité, mais il est important de démontrer une volonté politique et une responsabilité politique de vouloir changer les choses. Nous n'avons pas de politique pénale dédiée à la lutte contre l'immigration clandestine. C'est une aberration. Nous n'avons pas une politique d'exécution efficace de ces obligations de quitter le territoire. Pourquoi ne ferions-nous pas comme la Grande-Bretagne ou comme l'Allemagne, quand il y a une obligation de quitter le territoire, ils sont placés dans l'attente de l'expulsion. En rétention. Dans un centre de rétention. Aujourd'hui, en France, le délai est trop limité. Le délai est trop limité, Rachida Dati, et nous manquons de centres de rétention en France, de places dans les centres de rétention. C'est comme la construction des places de prison. Madame Taubira a arrêté les programmes de construction que j'avais lancés et ils n'ont pas souhaité et ils ont fermé des places de prison. C'est un choix politique. Voilà. Alors, en ce qui concerne la meurtrière présumée de Lola, elle va passer des tests psychiatriques et psychologiques. Une question est posée maintenant. Alors, avant de poser la question, Félix Mathieu, avec notre journaliste Félix Mathieu, je voudrais préciser qu'elle est à l'isolement, à Fresnes, à l'isolement pour éviter toute tentative de suicide, Rachida Dati, c'est cela? Oui, c'est à peu près, c'est la règle. C'est la règle. Pour ce type de profil, c'est à peu près la règle. C'est la règle. Salah Abdeslam, de la même manière, était placé à l'isolement. Enfin, les criminels, en général, avec des profils assez particuliers, sont placés à l'isolement. Alors, une question est posée, maintenant, Félix Mathieu, celle de l'irresponsabilité pénale. Oui, Félix. La suspecte souffrirait de troubles psychiques, mais selon une première expertise lors de sa garde à vue, il n'y aurait pas de péril psychique imminent. Elle a donc été déclarée apte pour l'interrogatoire par les enquêteurs. Par ailleurs, elle n'est pas connue des hôpitaux psychiatrique d'Île-de-France, selon les premières vérifications. Pendant l'instruction, en tout cas, une ou plusieurs expertises psychiatriques vont être réalisées pour déterminer si Dabia B est atteinte ou non de troubles psychiques. Et si c'est le cas, eh bien, il faudra aussi déterminer si son discernement a pu être altéré ou aboli au moment du passage à l'acte. Cette irresponsabilité pénale qui va être soulevée au cours de l'instruction, c'est une procédure habituelle en matière criminelle. Il n'y a pas lieu d'en déduire en l'état quoi que ce soit, prévenu son avocat. En tout cas, en cas d'irresponsabilité pénale, il n'y a pas de procès. Dans d'autres cas de troubles psychiques, il peut y avoir une condamnation minorée d'un tiers avec obligation de soins. Rachida Dati, je vous garde. On va pas passer une petite page de pub. Ensuite, je vous reprends. Nous allons parler d'irresponsabilité pénale. Je sais combien vous êtes attentive à ce sujet. À tout de suite, 11h moins 20. Bien, Rachida Dati, je peux vous garder encore quelques minutes? Oui, je vous en prie. Bon, alors, nous allons parler d'irresponsabilité pénale. Auparavant, quand même, vos propos et surtout les questions que je pose depuis le début ont fait réagir nos auditeurs. Nous allons les prendre ensemble, tous ensemble. Baptiste, par exemple, qui est à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour, Baptiste. Bonjour, Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Baptiste? Moi, à l'origine, la question qu'on m'avait posée, c'était est-ce que vous pensez qu'il y a une récupération politique de la part du Rassemblement national et plus largement chez tous les responsables politiques qui sont pas forcément étiquetés Rassemblement national, mais qui partagent un grand nombre de leurs thèmes. Et je suis atterré de voir que Madame Dati n'en est pas loin, alors que moi je la pensais au contraire très très loin de ces thèmes-là. Je suis atterré. Pourquoi, selon vous, n'en est-elle pas loin? Elle vous écoute, hein. Elle va vous répondre, ne vous inquiétez pas.
Je vais tout de suite préciser mes propos parce que je fais surtout pas d'amalgame et je pense que Madame Dati est une politique de haut niveau et qu'elle est très loin de ces gens-là. Simplement, parfois, je pense qu'elle s'égare un petit peu. Alors, elle s'égare sur quels propos? Allez-y, Baptiste. Là, soyons clairs, il faut y aller à fond. Hein. Vous savez, ici, on dit les choses. Hein. Eh bien, allons-y à fond. Quand elle fait tout un laïus sur les délinquants étrangers en situation irrégulière qui commettent des délits, des crimes, des viols, elle est interrogée à la base sur un sujet, en l'occurrence la petite Lola, elle est interrogée sur un sujet où aucune des caractéristiques qu'elle pointe ne peut s'appliquer à l'auteur présumé de ce crime. C'est-à-dire c'est une femme. C'est une femme, donc c'est pas quelqu'un qui subit une misère sexuelle, c'est pas quelqu'un qui a traversé le monde pour venir violer, tuer ou égorger des Françaises ou des Français. Oui, mais elle est étrangère, c'est une réalité, Baptiste. Et d'accord. Alors dans ce cas-là, je vous pose une question, Monsieur Bourdin, et je la pose à Mme Dati. Admettons que demain, toute la presse et tous les médias fassent des sujets tous les jours sur le fait que les boulangers d'origine auvergnate font du mauvais pain. À force, on va dire, les boulangers auvergnats font du mauvais pain. Et le mauvais pain, il vient des boulangers auvergnats. C'est exactement ce que font certains politiques et Baptiste, ce que vous faites, vous, médias, à propos de tout ce qui touche aux Arabes dans ce pays. Je vais donner la parole à Rachida Dati. Alors attendez, Baptiste, je vais donner la parole à Rachida Dati. J'ai dit que nous respections totalement la volonté de la famille. Ça, c'est une chose. Pas tant que ça, la deuxième, mais attends, si, parce que on ne peut pas, Baptiste, on se doit journalistiquement, purement journalistiquement, de poser des questions qui doivent être posées. Et nous appuyons sur des faits. Les faits concernant la fameuse OQTF, les faits concernant le meurtre en lui-même. Nous travaillons sur des faits, Baptiste, et nous devons poser des questions. Rachida Dati, que vouliez-vous dire ? Que dites-vous à Baptiste? Alors, Baptiste, j'ai entendu vos propos et c'est vrai que parfois, par des raccourcis ou parfois quand on n'entend qu'une partie d'une réponse, on peut venir à votre conclusion. Mais Baptiste, qu'est-ce que je pointe? Vous savez, j'ai été garde des Sceaux au moment où il y a eu le petit tennis qui avait été enlevé et violé par un multirécidiviste qui n'avait fait que de la détention toute sa vie, plus d'une vingtaine ou une trentaine d'années, qui avait passé sa vie en prison, uniquement à rentrer et sortir sur des faits d'agression sexuelle ou de viol, et notamment d'enfants. Donc moi j'ai pris mes responsabilités et j'ai instauré la rétention de sûreté, et d'ailleurs on en parlera peut-être après. Oui. J'ai réformé la procédure d'irresponsabilité pénale, parce que effectivement on se rend compte parfois avec l'application de la loi qu'il peut y avoir un vide juridique ou un dysfonctionnement, et c'est notre responsabilité de corriger. Aujourd'hui, sans faire le lien que vous dites que je parle de misère sexuelle haute, je ne l'applique pas à cette jeune femme. Je vous dis que concernant cette jeune femme, il y a évidemment, moi je considère, et je suis maire et je suis président d'un groupe politique à Paris, nous sommes le premier groupe d'élus à Paris. Je considère effectivement, c'est le crime de l'errance. Baptiste, si vous voulez, moi je suis prêt, si la rédaction de Sud Radio peut vous donner mes coordonnées, venez avec moi à Place de la République, dans des endroits, avenue de Flandre, avenue de Max Dormoy. D'ailleurs, des échanges que j'ai pu avoir avec la procureure de la République de Paris, il déplore ce type de nouvelle forme de délinquance qui est imputable à des étrangers en situation irrégulière. Pour certains, c'est l'errance, pour d'autres, c'est effectivement la misère sexuelle, d'autres sont sous produits stupéfiants. Est-ce que vous savez qu'à Paris, il y a des réseaux mafieux qui enrôlent des jeunes mineurs et qui les rendent addicts à des produits stupéfiants pour commettre ensuite des délits. Ils ne leur donnent leurs produits stupéfiants que s'ils commettent des délits. Le réseau a été démantelé tout à fait récemment. Vous pensez bien, Baptiste, que c'est ma responsabilité, pas de dénoncer. Je ne fais pas de la délation, je ne fais pas de la stigmatisation. Je suis dans mon rôle de dire il y a des dysfonctionnements ou il y a un vide juridique que nous devons régler. Je vous rejoins totalement quand vous parlez des boulangers auvergnats ou autres. Quand je parlais tout à l'heure des étrangers en situation irrégulière. D'abord, je ne confonds pas
Et je ne peux pas le faire. Ça serait m'attaquer à ma propre personne. Je ne confonds pas les étrangers et les étrangers en situation irrégulière. Et donc, simplement dans les étrangers en situation irrégulière, je l'ai dit à l'instant, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai dit il y a des gens qui sont dans une survie, ils font quelques heures de ménage, ils travaillent au noir dans la restauration. Vous pensez que ces gens-là ne viennent pas me voir pour les aider, y compris à obtenir des papiers, Baptiste? Et je le fais. Et la préfecture, je la sollicite quand je vois des gens qui sont effectivement dans une situation tragique ou dramatique. Et je le fais. Pour la délinquance de rue violente, il faut se rendre à l'évidence. Une grande partie de cette délinquance est aujourd'hui commise par des étrangers en situation irrégulière. Que voulez-vous que je fasse? De me taire? De ne pas le dire? De ne pas essayer de trouver une solution? Rachida Dati, Baptiste, votre rendez-vous est pris. Hein. Je ne sais pas si vous l'honorerez ou pas. Très vite, très vite, Baptiste. Très vite. C'est très difficile de débattre avec Rachida Dati parce que contrairement à beaucoup de politiques de droite, vous avez bien compris que moi je suis un peu turbo-gauchiste, beaucoup de politiques de droite sont malhonnêtes. Le problème avec Rachida Dati, c'est qu'elle dit beaucoup de choses pertinentes et qu'on sent quand même au fond cette humanité. Elle a honnêteté et compétence. Elle a honnêteté et compétence après. Monsieur Bourdin. Oui, attendez, Baptiste. Rachida. Une seconde, Baptiste. Juste une seconde. Vous ne croyez pas que je suis venue à la politique par un parcours de vie cabossé, qui a été éprouvé? Vous savez, sinon je ne ferais pas de politique. Moi, mon combat, il est là. Et donc, justement, moi, je combats ceux qui font des amalgames. Vous savez, moi, aujourd'hui, quand il y a des gens, et des gens, quand vous dites de gauche ou autre, des gens bien pensants qui me disent « Ah, mais toi, tu l'as échappé belle. » Mais je l'ai échappé belle à quoi? Parce que pour eux, des gens comme moi, l'objectif aurait été, enfin, en tous les cas, mon destin aurait été de tomber dans la délinquance. Je ne le crois pas. Bon, alors, Rachida, Rachida et Dati et Baptiste, bon, vous prenez rendez-vous. Baptiste, je suis obligé de vous couper parce que j'ai des questions encore à poser à Rachida Dati, puis il y a d'autres auditeurs qui veulent intervenir. D'ailleurs, vous êtes extrêmement nombreux. Merci beaucoup, Baptiste. Nous verrons si Baptiste honore son rendez-vous avec Rachida Dati. Bien, Rachida Dati, parlons de l'irresponsabilité pénale. Que se passe-t-il avec la meurtrière présumée de Lola? Elle va passer des tests psychiatriques et psychologiques, mais c'est automatique en matière criminelle. Oui, c'est obligatoire. Et ensuite, le juge d'instruction pourra ordonner des contre-expertises. C'est bien cela? Alors, d'abord, il y a des expertises qui sont ordonnées. C'est le juge qui décide de l'issue de l'expertise. Il n'est pas obligé, il n'y a pas d'obligation à suivre l'avis de l'expert. Ça aussi, il faut le savoir. C'est une décision du juge. Ensuite, il peut y avoir plusieurs expertises qui peuvent être demandées, soit pour préciser un point, soit pour aller un peu plus loin, soit pour rechercher, par exemple, un autre type de pathologie, ou en tous les cas d'essayer d'affiner la notion de discernement. Donc ça, c'est entre les mains du juge. Et si les experts concluent à l'abolition du discernement de la présumée coupable, que se passe-t-il? En fonction des éléments du dossier, le juge n'est pas obligé de suivre. Ça, il faut le savoir. Donc, il peut avoir des éléments qui concluent au discernement, à l'abolition du discernement, mais par exemple, il peut y avoir d'autres éléments du dossier, notamment l'audition, les diverses auditions auxquelles aura procédé le juge, et qu'il prenne sa décision. Et s'il considère qu'il y a eu l'abolition du discernement, là, on va normalement à l'irresponsabilité pénale, donc il n'y a pas de procès pénal. Mais moi, j'ai réformé cette procédure parce que on avait une ordonnance de non-lieu et puis circuler, il n'y avait plus rien à voir. J'ai réformé cette procédure afin qu'au moins un procès se tienne, enfin en tout cas une audience se tienne. Il n'y a pas de sanction pénale, mais au moins il y a d'abord des éléments civils. Il peut y avoir des intérêts civils qui peuvent être débattus et la famille des victimes ou les victimes sont entendues. Sont entendus. Rachida Dati, suite à l'affaire Sarah Halimi, un décret est passé, je me souviens. Il exclut l'irresponsabilité pénale lorsque la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre une infraction. Alors, oui, ce décret est-il suffisant? Mais est-il trop simple de plaider l'irresponsabilité pénale en France?
Pendant longtemps, ça a posé un problème dans certains dossiers. Moi, j'ai été magistrat. Moi, ça m'a posé même des cas de conscience dans certains dossiers. Et donc, c'est vrai que quand il n'y a pas de procès pénal, on a l'impression que c'est la faute à personne ou la faute à pas de chance. Et je trouve que dans un état de droit, dans une société civilisée, il faut que quand même il y ait une audience, que les victimes soient entendues, que les familles des victimes soient entendues. Simplement, c'est vrai que moi, ça, j'y tiens. Moi, je ne veux pas être dans une société qui juge les fous. Voilà, si je veux raccourcir les choses. Simplement, et ça, moi, je l'avais proposé, et la gauche à l'époque avait voté contre quand j'étais garde des Sceaux, je souhaitais que l'abolition du discernement provoqué par des substances ou de manière volontaire, il fallait considérer qu'il n'y avait pas de discernement, pas d'abolition du discernement, et qu'il fallait juger, renvoyer au pénal, en cour d'assises, la personne qui était concernée. Parce que sinon, ça devenait un prétexte à beaucoup de personnes en disant j'ai consommé de l'alcool, j'ai pris des produits stupéfiants. Et pendant très longtemps, par exemple, sur les violences conjugales, le mari disait oui, c'est vrai, je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais bu. Et donc il n'y avait pas de condamnation. Et donc là-dessus, c'est pour ça que les affaires les plus dramatiques nous obligent à changer la législation. C'est comme la délinquance, le droit évolue avec les nouvelles formes de délinquance. Ce type d'affaires nous oblige aussi à prendre nos responsabilités, à réfléchir sur le droit pénal et sur la loi, tout simplement. Patrick, très vite, Bélesta, dans l'Ariège. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Madame Dati. Qu'est-ce que vous voulez dire, Patrick? Disons qu'on m'a interrogé lorsque je voudrais réagir par rapport au problème de la décence de parler de ce drame. Moi, je dirais qu'à partir du moment où un drame fait partie de la politique, c'est-à-dire de la vie publique, tout simplement, il est du rôle des politiques d'en parler. Voilà. Il n'y a pas de sujet sacré, ils en parlent, voilà. Voilà, et donc pour vous, il n'y a aucune récupération politique autour de ce drame. Mais la récupération politique, vous savez, elle peut être faite aussi par les adversaires politiques. Vous savez, il n'y a rien de mieux. Moi, je me souviens toujours, j'ai toujours en mémoire la phrase de Joseph Staline, « Traitez vos adversaires de fascistes, pendant qu'ils se justifieront, vous leur porterez de nouveaux coups. » J'ai l'impression que c'est un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de choses qui dérangent, on veut interdire de parler de certains sujets. Et vouloir brider sans arrêt la parole, pour moi, c'est dramatique. Bien, merci Patrick. Mohamed est à Perpignan. Mohamed, bonjour. Bonjour à vous invités et aux auditeurs. D'abord, je voulais présenter mes condoléances aux parents. Je suis père de 2 filles et grand-père. Je pense que c'est une douleur atroce qui est irréparable. Et puis par la suite, je voudrais un petit peu que les médias disent les choses qu'il y a à dire, mais qu'ils ne jugent pas. Laissons faire les psychiatres, laissons faire la justice. La justice, et puis bon, peut-être la haine que vomit le RN et Zemmour envers les Africains et surtout les Nord-Africains. Je pense qu'ils seront mieux inspirés de préparer des projets qui tiennent la route et qui les défendent. Voilà. Cette femme, elle est rentrée régulièrement en France. Souvent, les étudiants, quand ils sont à la fac, quand ils loupent un diplôme, un master ou une licence, un truc comme ça, ils essayent un petit peu de rester parce que les universités ne les acceptent pas parce qu'ils ne travaillent pas, pour s'orienter vers d'autres pays européens. Mohamed, je vous interromps parce que d'abord, on est pris par le temps. Et puis, deuxième question, on ne va pas refaire la vie de cette meurtrière présumée. D'abord, on n'a pas tous les éléments. Je me méfie un peu. Moi, je ne m'en tiens qu'aux faits connus et non pas à tout ce qu'on pourrait imaginer autour de cette jeune femme. Les faits connus, elle est entrée comme étudiante. Ensuite, elle n'avait plus de titre de séjour. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie. Errance, évidemment. Ensuite, on ne sait pas. Donc voilà, Rachida Dati, merci d'avoir été avec nous. Vous vouliez ajouter un petit mot ? Non, mais cette affaire, et si elle agite autant l'opinion publique, c'est qu'elle marque chacun d'entre nous, parce qu'en fait, tout le monde se projette. Vous êtes parents d'enfants, vous êtes grands-parents, et puis ça s'est passé dans un lieu, dans un immeuble normal, un enfant qui rentre de l'école. On se sent tous concernés et on se projette tous. C'est pour ça que ça provoquait un état de sidération chez tout le monde. Merci Rachida Dati d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 10h58.